Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Pierre Mine. Llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, nous recevons David Bisson pour parler de René Guénon. David Bisson, bonjour. Bonjour. Bonjour Lélie. Bonjour à tous. David Bisson, vous êtes docteur en sciences politiques et historien des idées, spécialiste de l'histoire des courants ésotériques contemporains. Et quand je dis ésotérique, ça comprend beaucoup de choses, puisque vous avez publié, par exemple, chez Pygmalion en 2008, un ouvrage intitulé « Le satanisme ». Enfin, vous avez participé à un ouvrage collectif intitulé « Le satanisme, quel danger pour la société ?» Donc, c'est dire que l'ésotérisme vous emmène quelquefois très très loin. En tout cas, vos recherches portent aussi principalement sur les relations de ces mouvements ésotériques et les mouvements politiques et religieux. Et vous avez particulièrement travaillé la notion de métapolitique en vous appuyant sur la pensée de René Guénon. René Guénon, à qui vous avez consacré un livre assez considérable, d'une incroyable richesse, donc intitulé « René Guénon, une politique de l'esprit » aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Alors ça fait longtemps que nos auditeurs nous réclamaient une émission sur René Guénon, donc voilà, nous tenons beaucoup compte des demandes qui nous sont faites, donc nous sommes ravis de vous accueillir pour en parler, puisque c'est un nom qui est très connu, hein. Beaucoup de gens ont entendu parler de René Guénon, je pense que beaucoup moins l'ont lu, et même pour ceux qui ont lu tel ou tel ouvrage, il est difficile d'avoir un point de vue un peu global sur cet homme et sa pensée qui part un peu dans toutes les directions. Alors vous allez nous expliquer si c'est voilà, quelque chose d'un peu incohérent, aussi il y a une très grande cohérence interne dans son parcours, une évolution, et c'est ce qu'on va voir avec vous de manière finalement assez chronologique, puisque comme il s'agit de tout un parcours de vie, tout un parcours de pensée, il faut peut-être la suivre pas à pas, dans ses grandes lignes en tout cas, et on va commencer par le commencement. Donc déjà, qui est ce personnage, dans quel contexte il a étudié, quelle est sa formation, et qu'est-ce qui l'a amené à s'intéresser comme ça aux doctrines spirituelles et notamment à l'ésotérisme? Oui, au préalable, je crois qu'on peut rappeler que René Guénon est né en 1886 à Blois, dans une famille de la petite bourgeoisie catholique, et mort en 1951 au Caire, sous le nom d'Abdelwahed Yahya Guénon. Donc quel itinéraire effectivement étrange que cet homme né dans une famille quand même très catholique finit sa vie au Caire. Converti à l'islam. Converti, on pourra peut-être revenir d'ailleurs sur cette conversion question. qui est à certains égards problématique, et itinéraire très particulier dans le contexte de ce début du XXe siècle. Alors, si on veut scinder l'itinéraire de René Guénon en 3 périodes inégales, pour rappeler un de ces grandes étapes de sa vie, la première période court de 1906 à 1920 et correspond à ce qu'on pourrait appeler tout simplement sa formation intellectuelle. C'est l'époque où le jeune René Guénon, alors qu'il est âgé d'à peine 20 ans, arrive à Paris, jeune étudiant, et découvre la vie palpitante de l'occultisme du Paris de la Belle Époque. Et il intègre ce milieu avec passion, et il devient, malgré son jeune âge, une personnalité importante de ces milieux occultistes. Et c'est la période pendant laquelle aussi il forge ses premières armes intellectuelles et il se découvre une personnalité gnostique, c'est-à-dire une personnalité en quête d'une connaissance universelle, avec cette certitude propre au gnostique qu'il serait possible d'accéder à Dieu à travers la connaissance. Et l'initiation, donc... Alors l'initiation va venir après, c'était une thématique qu'il va travailler à partir des années 30. D'accord, donc au départ, c'est la connaissance, donc c'est par l'intellect, par la réflexion qu'on va pouvoir atteindre à une forme de libération ou de salut, ce qui rejoint un peu l'Orient d'ailleurs déjà comme idée. Ce qui rejoint un peu l'Orient. Et si on pouvait dresser une typologie des figures spirituelles, on classerait évidemment René Guénon dans le type gnostique, c'est-à-dire le
type de spirituel qui est en recherche de Dieu à travers la connaissance, ou plus précisément, pourrait-on dire, à travers un processus gradué de connaissance qui débouche sur l'extinction de la connaissance elle-même. Alors c'est une voie, à mon sens, assez périlleuse, parce qu'elle risque toujours de déboucher sur une sorte de vérité définitive, une sorte d'érudition un peu creuse, alors que la finalité même, Guénon le rappelle plusieurs fois, même si à d'autres égards ça peut paraître problématique, la connaissance, l'excès de connaissance doit déboucher sur l'extinction de la connaissance. En cela, il me semble que les types spirituels gnostiques sont très différents du type mystique qui va rechercher Dieu à travers l'amour. L'amour, le cœur, La compassion, et le type ascète qui va plutôt se soumettre à la toute-puissance divine. Là, on a un parcours très particulier qu'il me semble que l'on peut retrouver chez plusieurs grandes figures de la pensée ésotérique. Mais est-ce qu'il a eu une rencontre déterminante avec un maître, par exemple? Alors voilà, c'est ce qui est impressionnant, surtout lorsque l'on fait a posteriori, lorsque l'on revient sur le parcours intellectuel de René Guénon. On se rend compte qu'il s'est situé vraiment au centre d'un champ spirituel, j'ai presque envie de dire un champ magnétique, à travers lequel il va avoir accès à une multitude de ressources, de sources de textes spirituels, de textes ésotériques. Alors, chose étonnante, par exemple, il a accès, là je parle dans les années 1910, au taoïsme. Que personne connaît à cette époque. Que personne en ne France. connaît à cette époque-là, à travers un aventurier qui s'appelle Albert de Pouvourville, mieux connu sous son pseudonyme de Madjioy, qui l'initie, entre guillemets, à la pensée taoïste. Au même moment, il a accès à l'ésotérisme islamique à travers une figure particulièrement originale, sinon fantasque, le peintre suédois Ivan Ageli, qui dès 1906 ou un peu plus, dès 1907 l'initie au soufisme. Et en même temps, là c'est la rencontre décisive, c'est qu'il va découvrir les textes du Vedanta hindou. Et ça va véritablement être une illumination intellectuelle pour lui. Il va se reconnaître entièrement dans cette pensée hindoue qui vient des textes du Vedanta, plus précisément le Vedanta relu, réinterprété par la pensée de Shankara. Alors, voilà déjà 3 grandes sources auxquelles il faut ajouter l'ensemble des traditions ésotériques qu'il croise dans ses pérégrinations occultistes. Donc on voit bien qu'il est au centre d'une multitude d'influences. D'un bouillonnement qu'on peut tout trouver à Paris d'ailleurs à cette époque-là. Exactement. Voilà, toutes ces connaissances sont présentes de manière un peu cachée. Il faut rencontrer les personnes qui s'y intéressent. Sur la question de l'ésotérisme, avant qu'on revienne sur les autres dimensions, notamment l'hindouisme et l'islam, est-ce qu'il est par exemple un peu, parce qu'au début du XXe siècle, c'est la société qui a le plus d'importance, c'est la société théosophique, et puis il y aura l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Est-ce qu'il est dans cette mouvance-là ou c'est un autre courant qui va l'influencer? Alors justement, lui, il est dans le courant opposé à la société théosophique parce qu'il rentre dans l'occultisme parisien à travers la figure tutélaire de ce milieu à ce moment-là, qui est Papus. Et Papus est clairement opposé à la société théosophique de Blavatsky. Or, je crois que c'est une raison de concurrence, je dirais, entre entrepreneurs de salut de l'âme. Oui. Et que Papus a envie de devenir, pour la France et peut-être même pour l'Europe, une des références en matière d'ésotérisme ou de spiritualité, on dirait aujourd'hui, alternative. Alors, très étrangement, René Guénon, alors âgé de 20 ans, se coule dans ces multiples loges liées toujours à Papus, les groupes martinistes, puis les groupes paramaçonniques, puis les groupes de l'Église gnostique de France, et il s'en détache très rapidement. Et c'est là où va se jouer quelque chose, et Guénon va participer d'ailleurs à différencier les deux termes, l'ésotérisme de l'occultisme, parce que là nous sommes bien évidemment de plein pied dans l'occultisme. Et l'occultisme, c'est quoi? C'est la volonté de concilier le progrès et la religion, la foi dans le progrès avec l'imaginaire des religions, avec cette idée que plus on avance dans le progrès, plus va se dévoiler le sens véritable des religions. Or, Guénon, presque de façon instinctive, va s'élever contre cela, puisque lui, c'est l'inverse qu'il pense. C'est-à-dire que plus on avance dans la modernité, moins on a possibilité d'avoir accès aux grandes traditions religieuses. Il y a un obscurcissement progressif Voilà. au fond de la pensée en Occident. Et alors là, on peut dire qu'il a une pensée même traditionnaliste au sens fondamental du terme. Alors, il a une pensée tout à fait... Alors, il faut revenir peut-être sur ce fameux terme qu'utilise de façon récurrente René Guénon, sans jamais l'expliquer précisément, qui est celui de tradition. C'est-à-dire que la tradition écrite avec un T majuscule, ou encore dénommée tradition primordiale dans son vocabulaire, est le concept absolument central, majeur de toute sa pensée. Lorsque vous évoquiez tout à l'heure en début d'émission
le fait de savoir qu'avec René Guénon, ça partait effectivement un peu dans tous les sens, parce qu'on l'a vu déjà avec la question des sources. En réalité, il y a une unité interne à l'œuvre de René Guénon. C'est-à-dire qu'on peut l'aborder sous différents angles d'approche, on revient toujours au même message. Il y a un message central qui est porté notamment par cette idée de tradition. Alors, comment la définir, cette tradition ? Alors, cette tradition, écrite avec un T majuscule, regrouperait, dans la pensée de Guénon, l'ensemble des grandes traditions religieuses de l'humanité autour d'un même noyau transcendant. Ce que son disciple Fridtjof Schuon appellera, à mon avis de façon plus juste, l'unité transcendante des religions. Là, on sent bien quel est le sens de la tradition. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce noyau dur ? Alors, dans ce noyau dur, il y a, alors c'est peut-être ce qui est plus difficile à comprendre, il y a justement l'interprétation ésotérique des textes religieux. C'est-à-dire qu'à travers l'interprétation ésotérique des différents textes des grandes traditions religieuses, on retrouverait le même message. Alors, ce qui est fascinant peut-être chez Guénon, c'est que ce même message, alors quel est-il ? Il faut savoir que dans l'ensemble de son œuvre, la tradition est d'autant plus dure à comprendre comme terme qu'il est plurivoque. Mais il a un sens peut-être le plus profond, c'est que cette tradition renverrait à une connaissance universelle, une métaphysique universelle, qui ferait se rejoindre des auteurs aussi différents qu'Ibn Arabi pour l'islam, que Maître Eckhart pour l'Occident chrétien, que Shankara pour l'Inde. Donc là, on a affaire tout simplement à la grande doctrine de la non-dualité qui traverse les différentes sphères de la civilisation et qui est particulièrement prégnante en Inde. En tous les cas, c'est en Inde que Guénon la découvre à travers les interprétations de Shankara. Alors, si je peux permettre juste... Alors, cette tradition a aussi deux autres sens. C'est ce qui la rend aussi plus plurielle et intéressante. C'est qu'elle a un sens historique dans la mesure où l'on pourrait retrouver des empreintes, des traces de cette tradition première, de cette tradition primitive, justement dans les gènes des autres traditions religieuses, à travers de l'interprétation ésotérique de leurs textes. Et troisième sens, à mon avis le plus fondamental, c'est que cette tradition est aussi un état d'être à retrouver et à recouvrer à travers un processus dit d'initiation ou un processus de connaissance initiatique. Je crois que c'est la nouveauté majeure de René Guénon, c'est d'associer une théorie et une praxis à travers le cheminement initiatique et la référence à la doctrine de la non-dualité. Est-ce que cette idée de la tradition, telle que vous nous l'avez expliquée, elle découle de sa critique de la modernité ou elle en est là, ou elle en est plutôt la matrice ? Alors c'est difficile à dire, je dirais peut-être les deux à la fois, dans la mesure où ça part de ce qu'on a dit tout à l'heure, la distinction entre l'ésotérisme et l'occultisme, dans la mesure où cette idée de tradition, il va presque de façon immédiate l'opposer à l'idée de modernité. Et là se met en place la trame principale de sa critique du monde moderne, qui repose sur un socle métaphysique, la doctrine de la non-dualité, et qui s'élève vers une opposition fondamentale et irrésolue, tradition contre modernité, et que l'on peut élargir essence contre substance, esprit contre matière. Là, on a vraiment le fondement de la critique du monde moderne faite par René Guénon. Parce que je voudrais qu'au fur et à mesure de cet entretien, on ponctue de références bibliographiques pour que les auditeurs qui nous écoutent puissent devenir des lecteurs de Guénon et se dire tiens, ça, ce sujet m'intéresse, c'est dans tel bouquin. Sur cette critique du monde moderne et sur l'importance de la tradition par rapport à la modernité qui devient un obscurcissement, quel est l'ouvrage le plus éclairant, si je peux dire ? C'est d'autant plus surprenant, là je renvoie à votre question de tout à l'heure, c'est que plusieurs ouvrages sortent à la même période et les uns vont être consacrés à la critique du monde moderne. Alors je pense à l'Orient et Occident, publié en 1924, et à la crise du monde moderne, publié en 1927. Et au même moment où entre ces deux ouvrages sortent également deux ouvrages, Introduction générale aux doctrines hindoues, et peut-être, à mon avis, l'un de ses plus importants, L'homme et son devenir selon le Vedanta, où là, on trouve l'assise métaphysique du système de René Guénon. Et j'ajouterais qu'il y a un troisième type d'ouvrage, c'est la critique du néo-spiritualisme à travers l'erreur spirit, qui dénonce le spiritisme et qui sort à peu près d'Alan Kardec, et la société, le théosophisme, qui dénonce la société théosophique
d'Annie Besant. Ah oui, donc en l'espace de 4-5 ans, Voilà. il publie à la fois les critiques du mouvement ésotérique auquel il appartient, il donne les fondements métaphysiques de son travail en s'inspirant de l'Inde, et il critique le monde moderne à travers ces deux Exactement. ouvrages. Et le règne de la quantité et les signes des temps, est-ce que vous le mettez dans quel... Alors, le règne de la quantité et les signes des temps n'est publié qu'en 1945. Et c'est important de beaucoup plus revenir sur cette date-là, puisque Guénon n'a écrit aucun ouvrage au moment où il publie le règne de la quantité depuis plus de 15 ans. Depuis 1930, Guénon n'écrit plus d'ouvrages, mais que des articles destinés à la revue Études traditionnelles, anciennement appelée Le Voile d'Isis. Et dans ce règne de la quantité, il y a presque une réponse globale apportée à la Seconde Guerre mondiale en particulier, sur laquelle il n'écrit aucune ligne. C'est quand même incroyable, un auteur qui vit au milieu de ce grand chambardement, qui n'écrit aucune ligne sur la Seconde Guerre mondiale. Et l'on trouve, quelque part, dans le règne de la quantité, une réponse globale à ce qui vient de se passer, mais aussi à la crise plus générale du monde moderne. C'est, à mon avis, l'un de ces maîtres ouvrages qui reprend, alors où le situer, il est à l'intersection justement de ces différents champs qu'on a vus auparavant. Dans le règne de la quantité, on a à la fois repris, amplifié une critique du monde moderne, on a les références à de nombreux textes ésotériques, on a encore la critique du néo-spiritualisme, on retrouve également les fondations métaphysiques de son système. Donc là, on a vraiment un livre, pas manifeste, mais un livre qui résume, qui synthétise les grands éléments de sa pensée. Alors vous avez dit justement qu'il ne dit rien de particulier pendant la guerre sur la guerre. C'est aussi le cas, si je ne m'abuse, de la Première Guerre mondiale, comme si finalement ces événements n'étaient que des symptômes d'une maladie qu'il avait déjà identifiée, diagnostiquée avant même que la Première Guerre arrive. Parce que l'impression qu'on a, c'est que le point de jonction entre les questions politiques et les questions spirituelles, elle se fait là. C'est-à-dire, il ne va pas parler de ces événements puisque, d'une certaine façon, ce ne sont que des symptômes absolument évidents d'un diagnostic qu'il pose déjà au début du XXe siècle. Alors exactement, c'est une particularité de René Guénon, c'est qu'il ne fait jamais référence aux événements historiques. Pour lui, les événements historiques ne sont que le reflet de causes beaucoup plus profondes. De l'esprit, des Voilà. maladies de l'esprit. Exactement, qui renvoient toujours en Donc, dernier il y en a toujours eu, il y en aura toujours, tant que l'esprit n'est pas soigné. Voilà. Et à travers les événements, il remonte toujours à la racine des problèmes qu'il trouve ou qu'il essaye d'expliquer à partir des principes métaphysiques. Il reprochera, par exemple, au monde moderne d'avoir substitué l'être à l'avoir pour annoncer une philosophie du devenir, une philosophie immanente qui fonctionne à travers le culte du progrès et l'essor des techniques. Et pendant ce temps-là, l'homme s'est coupé un à un de ces fils qui le reliaient à la transcendance. Alors cette opposition entre modernité et ésotérisme, ou spiritualité, je ne sais pas vraiment comment il faut le dire, ou tradition, on va dire, spirituelle, elle renvoie aussi à une autre opposition qui est probablement très pertinente au temps de René Guénon, puisque c'est l'opposition entre Orient et Occident. Sachant que l'Orient n'est pas encore modernisé, si je puis dire. En tout cas, n'est pas encore tout à fait occidentalisé. Donc, c'est pour ça que c'est une sorte de reflet géographique d'une métaphysique qui se déploie. Et donc, il y a un extrait de l'ouvrage intitulé « Orient et Occident », précisément, et qui a été publié en 1924, dans lequel il montre bien cela. Et je trouve ça intéressant qu'on voit qu'il y a une géographie de la pensée qui correspond à l'époque de Guénon à une géographie terrestre. Tant que les Occidentaux s'imagineront qu'il n'existe qu'un seul type d'humanité, qu'il n'y a qu'une civilisation à divers degrés de développement, nulle entente ne sera possible. La vérité, c'est qu'il y a des civilisations multiples se déployant dans des sens fort différents, et que celle de l'Occident moderne présente des caractères qui en font une exception assez singulière. On ne devrait jamais parler de supériorité ou d'infériorité d'une façon absolue, sans préciser sous quel rapport on envisage les choses que l'on veut comparer, en admettant même qu'elles soient effectivement comparables. Il n'y a pas de civilisation qui soit supérieure aux autres sous tous les rapports, parce qu'il n'est pas possible à l'homme d'appliquer également et à la fois son activité dans toutes les directions, et parce qu'il y a des développements qui apparaissent comme véritablement incompatibles. Seulement, il est permis de penser qu'il y a une certaine hiérarchie à observer et que les choses de l'ordre intellectuel, par exemple,
valent plus que celles de l'ordre matériel. S'il en est ainsi, une civilisation qui se montre inférieure sous le premier rapport, tout en étant incontestablement supérieure sous le second, se trouvera encore désavantagée dans l'ensemble, quelles que puissent être les apparences extérieures. Et tel est le cas de la civilisation occidentale si on la compare aux civilisations orientales. Alors, David Bisson. ce texte a quand même des résonances très particulière aujourd'hui, Bien sûr. où nous sommes rentrés dans ce que Serge Latouche appelait l'occidentalisation du monde. Et effectivement, d'ailleurs, René Guénon s'inquiétera beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, ou même dès le milieu des années 30, de voir que l'Occident, qu'il considérait comme un Occident matérialiste, était en train de grignoter ce qui restait des sociétés traditionnelles en Orient. Et effectivement, là, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, à la place de cette entité oppositionnelle, que Guénon dressait de façon un peu schématique, il faut le reconnaître, d'un côté Orient spirituel, de l'autre Occident matérialiste, nous avons plutôt affaire aujourd'hui à une uniformisation générale des sociétés occidentales et orientales. Et en même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est quand même très loin aussi ici du choc des civilisations tel qu'il a pu être énoncé par Samuel Huntington, car dans la pensée de René Guénon, il était normal que si toutes les civilisations s'orientaient naturellement vers leur pôle traditionnel, c'est-à-dire, il faut entendre ici leur pôle spirituel, on arriverait à un concert harmonieux des civilisations. Et dans ce concert harmonieux, il y aurait une civilisation qui aurait dévié de sa tradition, et qui est la civilisation occidentale. Parce que c'est coupé de ses racines spirituelles chrétiennes. Mais alors là, ça m'amène à vous poser une question sur le christianisme. On a l'impression que c'est un peu l'absent de Guénon. Finalement, il s'intéresse à l'hindouisme, à l'islam, à l'ésotérisme, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il s'est vraiment intéressé sérieusement à la tradition juive et chrétienne, ou finalement c'est un point absent de sa pensée? Il s'est bien entendu intéressé aux traditions chrétiennes et juives, qu'il a entièrement intégré dans son concept de tradition, avec un T majuscule. C'est-à-dire que le christianisme et le judaïsme font naturellement partie de ce concert des traditions. Alors c'est vrai que René Guénon ne se reconnaît pas dans le christianisme ou le catholicisme. Alors ceci est d'autant plus étonnant qu'il a quand même été bercé dans toute sa jeunesse. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être Oui, c'est peut-être ça. Il a des mauvais souvenirs. Peut-être un curé. Et non, parce que c'était pas des souvenirs négatifs, puisqu'il a été bercé par sa mère et par sa tante, avec qui il a vécu même lorsqu'il était marié. Enfin, pas sa mère, mais sa tante, dans un univers très catholique, des femmes très pieuses. Et lui-même a entretenu une relation épistolaire avec l'abbé Gombault, jusque dans les années 30, jusqu'en 1930, lorsqu'il est parti pour le Caire. Alors c'est étonnant parce qu'on sent bien qu'il a baigné dans un milieu catholique, mais qu'il ne sait pas, effectivement, en tous les cas on pourrait dire que son équation personnelle ne correspondait pas au christianisme. Et preuve en est, c'est qu'il s'est reconnu entièrement dans le système hindou, enfin le système hindou, plus précisément celui du Vedanta, qui effectivement est très éloigné de celui du christianisme. Et est-ce que c'est pas parce que dans le christianisme, on insiste toujours sur le caractère unique de la révélation, avec cette dimension du Christ homme-dieu, dans lequel il n'y a aucun autre équivalent, alors que dans l'hindouisme, on va vous dire qu'il peut y avoir 1000 avatars et manifestations du divin. Exact. Alors, ce qu'il reprochera au christianisme, même si bien sûr cela est entièrement discutable, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de la métaphysique. Il reprochera, en fait, en un mot, au christianisme de ne pas être une métaphysique de la non-dualité. C'est-à-dire qu'il reconnaît une dimension métaphysique, notamment à travers les grands théologiens, les grands pères de l'Église, mais il estime que les doctrines hindoues franchissent encore un palier, qui est peut-être celui qui est le plus difficile à comprendre pour un esprit occidental. C'est qu'une fois qu'on a repris pied dans son royaume intérieur, en quelque sorte, il faut encore franchir une étape et se retrouver, se fondre dans l'indétermination absolue, le non-être. Et on n'a pas cette idée de non-être dans le catholicisme. À part Maître Eckhart. Chez certains auteurs, comme Maître Eckhart, Grégoire de Nice, peut-être un peu d'autres aussi, Origène, mais qui sont, on voit bien, à la lisière du catholicisme.
عاشقی پیداست از زاری دل. نیست بیماریش چو Vous êtes sur France Culture, dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie de David Bisson. Nous parlons de René Guénon, de sa pensée complexe. Et je rappelle votre ouvrage, René Guénon, une politique de l'esprit, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Alors, on venait de parler du christianisme et notamment de l'ésotérisme chrétien. Et là, j'aimerais bien que vous puissiez nous en dire un mot, parce qu'il y a une vraie tradition importante de l'ésotérisme chrétien. Et puis, à l'époque de René Guénon, il y a quand même un certain nombre de représentants importants, même je ne sais pas s'il les connaissait. Par exemple, je pense à Peter de Neuf. Est-ce que dans ce type de tradition de maîtres spirituels chrétiens qui sont représentants de ce courant ésotérique, est-ce qu'il avait des liens avec ces gens-là ou pas tellement? Alors, Guénon, de ma connaissance, n'avait pas de lien avec des ésotéristes chrétiens. Peut-être un symboliste chrétien comme Louis Charbonneau-Lassay, Oui. qui a travaillé beaucoup sur la symbolique des animaux à travers Le son grand bestiaire. ouvrage, Le bestiaire du Christ. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il a fait des appels dans la crise du monde moderne vers des groupes hypothétiques d'hermétisme chrétien ou d'ésotérisme chrétien. Il a presque fait un appel dans le crise du monde moderne en disant s'il existe encore des groupes ésotériques chrétiens, qu'ils se manifestent. et lui a essayé, dans la lignée de Joseph de Maistre, de réactiver une franc-maçonnerie dite traditionnelle qui trouverait effectivement ses racines dans le christianisme. C'est les deux aspects. Et il n'aura pas cette réponse de ces groupes ésotériques. Et il abandonnera, après 1930, toute velléité de réforme du monde moderne. Bon, il faut savoir que sa stratégie était quand même un peu particulière, pour ne pas dire plus. C'est qu'il estimait qu'il faudrait former une élite spirituelle, à partir éventuellement de la franc-maçonnerie, de telle façon à ce que l'on puisse greffer les principes de la métaphysique hindoue sur la tradition chrétienne. Donc vous imaginez qu'à l'époque, il y a quand même des traditionalistes chrétiens et des penseurs très importants. Je pense au néo-thomiste Jacques Maritain. Il ne pouvait absolument pas recevoir ce type de pensée. Oui, on imagine bien, même aujourd'hui, c'est très difficile alors, à cette époque-là. Mais je voudrais revenir sur cette idée que... Alors, on a parlé justement du passage par le christianisme, on a évoqué le soufisme. Comment ça se fait que malgré je dirais, ce tropisme vers une idée universelle, vers une sorte de vérité avec un V majuscule qui se déploierait dans les différentes formes des traditions, comment ça se fait qu'à un moment donné, il a quand même opté plus pour une branche que pour une autre, sachant que, en apparence du moins, de ce qu'on sait de sa biographie en tant que profane, il n'a pas opté pour l'hindouisme. Bien qu'il ait cette admiration très profonde pour l'hindouisme, il semblerait qu'il ait plutôt opté pour l'islam et pour le soufisme en particulier. Est-ce que on est sûr qu'il y a une vraie conversion? Et pourquoi cette conversion? Et pourquoi pas une conversion à l'hindouisme, en l'occurrence? Ou pourquoi pas ne pas se convertir à rien du tout? Voilà, et rester c'est ce que je dis, dans l'universel. Dans l'universel et dans Absolument. l'idée de l'unité transcendante des Alors, religions de Chur. Il ne pouvait pas rester normalement dans l'universel, puisque lui-même indiquait à ses lecteurs qu'il leur fallait choisir une tradition exotérique et ensuite poursuivre un cheminement initiatique. Donc cela aurait été malvenu de rester Donc il faut au s'incarner sommet dans de une la voie. montagne. Il faut s'incarner dans une voie, ne serait-ce que pour recevoir la discipline rituelle, quotidienne, et éviter de se perdre un petit peu dans les spéculations. Alors c'est étonnant, alors on ne va pas dire conversion à l'islam, mais en tous les cas c'est étonnant ce rattachement à l'islam, surtout que lorsqu'on étudie la pensée de René Guénon, cette conversion, ce rattachement à l'islam n'apparaît pas forcément logique. Il relèverait plus, me semble-t-il, d'un concours de circonstances. Oui, En tous parce les que cas, avant que vous parliez de concours de circonstances,
Vous parliez de la non-dualité qui reprochait au christianisme de ne pas être assez dans la non-dualité, mais que dire de l'islam? S'il y a bien une religion qui peut apparaître comme fortement dualiste, au moins dans sa tradition exotérique, c'est bien l'islam. Alors, il fait des comparaisons entre la non-dualité hindoue et l'unicité divine à travers notamment l'œuvre d'Ibn Arabi. Et là, il retrouve deux métaphysiques qui lui paraissent très proches, très similaires. Alors, pour la question de l'islam, quand même, pour y revenir et en dire un mot, selon les propres termes de René Guénon, il ne s'est jamais converti à l'islam, mais simplement installé dans la tradition islamique. Alors, vous me direz, la nuance est quand même très mince. Mais surtout en islam, où islam. Il suffit de s'installer pour être considéré comme converti. Voilà. Alors la nuance est quand même importante parce qu'elle lui permet de tenir toujours un discours universaliste sur les grandes traditions religieuses. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de son propre parcours personnel un exemple à suivre. Il ne le dit pas non plus précisément, mais lui s'est rattaché à l'islam parce qu'on pourrait presque dire c'était comme ça. C'est que son itinéraire a fait qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans l'islam. Cela peut paraître d'autant plus étonnant que cette initiation soufie reçue en 1906 ou en 1907 n'a été révélée par Guénon qu'en 1930. C'est-à-dire qu'il a redécouvert cette initiation soufie, ou en tous les cas refait vivre cette initiation soufie une fois qu'il s'est installé au Caire. C'est-à-dire que cette initiation soufie était en quelque sorte en sommeil, puisque René Guénon n'était pas devenu soufi en 1907. Quel concours de circonstances, voilà. Je vous ai interrompu tout à l'heure. Alors ce concours de circonstances, c'est que tout simplement en 1930, René Guénon se rend au Caire avec Marie Dina, une jeune veuve, afin de dénicher de vieux manuscrits arabes et de les publier à leur retour en France. Puisqu'avec Marie Dina, riche héritière, ils avaient fondé une maison d'édition. Or, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Au bout de quelques semaines, Marie Dina rentre en France et quelques mois après se mariera avec un occultiste, Ernst Britt, assez célèbre, qui est connu comme étant un ennemi intime de René Guénon. Ça n'a pas dû bien se passer là-bas. En tous les cas, René Guénon, lui, reste quelques semaines, quelques mois supplémentaires, sans abandonner l'idée, bien entendu, de revenir en France. Il prend une petite chambre au Caire, située près d'une mosquée, et puis au fil des semaines, il s'inscrit dans les modes, les us et coutumes du monde musulman, participe à quelques séances de dhikr soufi à cette mosquée, et puis finalement va s'installer au Caire. Il va se marier au Caire, il va s'installer dans une petite villa située dans les faubourgs du Caire à Duki, et il aura, à la fin des années 30-40, 3 enfants de son mariage. Il se marie avec une Française ou avec une Égyptienne? Il se marie avec une Égyptienne, fille, je crois, d'un... Alors, je ne saurais plus vous dire exactement quel était le métier de son père, mais relativement aisé. Il faut savoir aussi que René Guénon en recevra de façon continue des dons, ce qui lui permettra d'acquérir cette petite maison dans les faubourgs du Caire, de laquelle il ne bougera quasiment plus. Il recevra quelques visites, mais il ne participera aucunement à la vie intellectuelle francophone du Caire, qui est très importante à l'époque. Il vivra de façon retirée. Alors, me vient une autre idée, vous allez me dire si ça a un peu de sens ou aucun, sur le choix de l'islam. Est-ce que c'est pas parce qu'il a vu au Caire, concrètement, dans la manière dont la société est organisée, une résistance à l'occidentalisation du monde? Au fond, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que l'islam peut apparaître comme une des religions qui fait rempart à l'ultra-individualisation de nos sociétés. Est-ce qu'il ne s'est pas dit, tiens, la tradition musulmane maintient une société traditionnelle, finalement, face à l'hégémonie occidentale? C'est étonnant parce que je ne le crois pas, justement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Caire est déjà une ville en pleine voie de modernisation. Et on ne peut pas dire qu'on retrouve déjà à cette époque-là une vie traditionnelle. Oui, c'est presque le contraire. C'est presque le contraire. Ce sont des sociétés comme en Turquie, dans cette première partie du XXe siècle, qui sont au contraire dans une effervescence de modernité, une soif de modernisation incroyable. Mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que finalement, il y a une résistance très profonde qui s'était probablement mise en place déjà à ce moment-là. Alors, plutôt qu'une résistance contre le monde moderne à travers l'islam, je crois que René Guénon voit au contraire dans la tradition islamique l'une des dernières traditions accessibles aux Occidentaux et qui possède en elle-même cette tradition métaphysique que lui avait étudiée dans les textes de l'hindouisme. Mais à travers le soufisme, ça, essentiellement. À travers le soufisme, essentiellement.
Et d'ailleurs, ses disciples, il a quand même des disciples, il y a des gens qui viennent le voir, qui lui écrivent. J'ai quand même l'impression que ces disciples de cette période sont des gens qui vont s'affilier de manière plus ou moins directe au soufisme. Soit eux-mêmes sont de naissance, sont musulmans, soit ils vont quand même venir à l'islam et au soufisme par leur relation avec René Guénon. Alors c'est tout à fait clair. Alors, peut-être d'ailleurs faut-il rappeler que René Guénon, qui s'installe au Caire en 1930, on peut penser à ce moment-là qu'il était marginalisé dans le monde intellectuel français. On peut penser qu'il va complètement disparaître de la scène intellectuelle française. Or, il faut bien rappeler ici que Guénon reste, mais en contact continu avec la société française et donc la société occidentale, à travers une revue, Le Voile d'Isis, qui deviendra en 1936 Études traditionnelles, entièrement dévouée à sa cause, et ensuite avec la constitution de groupes initiatiques guénoniens. C'est comme cela qu'il garde le contact avec l'Occident. Il faut savoir que sa vie quotidienne est rythmée par un flot ininterrompu de réception de courriers, de journaux. C'est-à-dire qu'il se fait envoyer au Caire une grande partie des journaux français. Il reçoit un flot incessant de lettres auxquelles il répond. Alors justement, vous avez prononcé le mot guénonien. On ne dira pas ça de tous les... voilà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement. Et ça veut dire quoi être guénonien? À l'époque et aujourd'hui d'ailleurs. Alors guénonien, ça veut dire être rattaché, quand même, il faut le dire, à la pensée traditionnelle telle qu'elle a été exprimée par Guénon. Si je voulais le dire de façon peut-être un peu plus incisive et un peu plus négative, on pourrait dire c'est être rattaché au système guénonien. Il faut savoir, soit rattaché à la pensée traditionnelle telle que l'a décrit René Guénon, à certaines mesures à la pensée guénonienne. Et cette pensée guénonienne s'attache ou s'articule autour de 4 postulats. Tout d'abord, un postulat métaphysique, qui est cette grande doctrine de la non-dualité, que certains disciples vont poursuivre, je pense à Michel Valsanne, à travers leurs études approfondies des œuvres d'Ibn Arabi, dont ils se feront les introducteurs en France d'un point de vue d'études universitaires, donc des études très approfondies. Et qui existent toujours. Et qui existent toujours. C'est une forme de monastère soufi dans laquelle il y a encore les guénoniens purs et durs qui résistent. Exactement. Donc ce premier postulat métaphysique, il y a un deuxième postulat, c'est quand même de toujours rapporter cette grande tradition métaphysique à la modernité afin de l'y opposer. C'est-à-dire qu'il y a quand même ici, chez les guénoniens et dans le système de la pensée traditionnelle, une opposition irréductible entre la tradition et la modernité. Il y a un troisième sens, c'est que cette tradition peut et doit déboucher sur ce que René Guénon appelait une science traditionnelle qui vise à étudier, à traduire, à commenter les grands textes de la pensée religieuse afin d'identifier ce qui les relie entre eux. Et puis, il y a un quatrième point qui fait que l'on est véritablement ou non guénonien, c'est que la tradition nécessite un chemin de type initiatique, c'est-à-dire un état d'être à retrouver. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. En compagnie de David Bisson, nous parlons de René Guénon, de son œuvre, de sa vie. Et Lélie Anvar, vous allez probablement nous lire encore un texte de René Guénon. Oui, justement, puisque vous avez prononcé le mot d'initiation,
je voudrais qu'on revienne dessus parce que je crois que ça dit quand même quelque chose aussi de sa personnalité. Alors là, c'est un texte que vous nous avez apporté, qui est extrait de Aperçu sur l'initiation, texte publié en 1946, dans lequel on va voir que l'idée de secret est très importante. Et alors, en même temps que René Guénon répond à toutes les lettres, en même temps qu'il écrit des livres, d'une certaine façon qu'il s'expose, il entretient aussi le secret. Et je dirais peut-être que ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelque chose qui résiste de René Guénon. Frédéric l'a dit en début d'émission, on n'arrive pas à saisir véritablement tous les tenants et les aboutissants de sa pensée. Peut-être parce qu'il cultive d'une certaine façon le secret, il aurait pour moi, presque un culte de cela, en ne donnant pas ses références, en disant mais non, il y a quelque chose qui doit se passer au plus profond et au plus intime de l'être, et c'est quelque chose qui doit rester de l'ordre du secret. Alors, je vais lire le texte que vous nous avez apporté, puis après, vous nous direz ce que vous pensez de cette façon que j'ai de voir les choses. Tout secret d'ordre extérieur peut toujours être trahi. Le secret initiatique seul ne peut jamais l'être en aucune façon, puisqu'en lui-même et en quelque sorte par définition, il est inaccessible et insaisissable aux profanes et ne saurait être pénétré par eux, sa connaissance ne pouvant être que la conséquence de l'initiation elle-même. En effet, ce secret est de nature telle que les mots ne peuvent l'exprimer. C'est pourquoi, comme nous aurons à l'expliquer plus complètement par la suite, l'enseignement initiatique ne peut faire usage que de rites et de symboles qui suggèrent plutôt qu'il n'exprime au sens ordinaire de ce mot. À proprement parler, ce qui est transmis par l'initiation n'est pas le secret lui-même, puisqu'il est incommunicable, mais l'influence spirituelle qui a les rites pour véhicule et qui rend possible le travail intérieur, au moyen duquel, en prenant les symboles comme base et comme support, chacun atteindra ce secret et le pénétrera plus ou moins complètement, plus ou moins profondément, selon la mesure de ses propres possibilités de compréhension et de réalisation. David Bisson. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même signaler ici l'importance de la réflexion de René Guénon sur l'initiation. Parce qu'il faut bien savoir qu'à l'époque où il commence à rédiger de nombreux textes sur l'initiation, qui vont s'échelonner de 1930 jusqu'à son décès, et textes qui sont très clairement à destination de ses lecteurs disciples. Guénon est sans doute l'un des premiers à avoir tenté de préciser ce que sont les grandes étapes du chemin initiatique. Et en cela, je crois qu'il a vraiment fait œuvre de découvreur, de défricheur, à tel point que les analyses qu'il a faites relatives au secret sont aujourd'hui reprises par des chercheurs en sciences religieuses. Je pense à Bruno Etienne, qui est décédé récemment, qui reprenait la définition qu'en proposait René Guénon pour étudier ou même pour témoigner de ce qu'il vivait dans son engagement maçonnique. Alors quel est ce chemin initiatique ? De façon très rapide, René Guénon le divise en 3 moments significatifs. Le premier moment est celui de la qualification, c'est-à-dire qu'il renvoie aux potentialités présentes dans chacun des êtres et nécessite de préparer le terrain à recevoir le secret initiatique, le fiat lux initiatique. Alors cela passe par une série de techniques de soi, qui nécessitent en quelque sorte de quitter les rivages du monde profane pour s'arrimer au monde sacré. Le deuxième moment, assurément le plus important, est celui de la transmission. C'est à ce moment-là que se concrétise cette transmission spirituelle à travers des rites réalisés par des initiants, des officiants. Et cette transmission, c'est proprement ce qu'il appelle le secret initiatique, doit faire naître chez l'individu quelque chose qui le dépasse et doit provoquer chez lui une conversion, c'est-à-dire littéralement une transformation intérieure. Et le troisième moment de cette initiation, c'est l'actualisation. C'est-à-dire qu'il va falloir, dans un processus sur le long terme, actualiser le dépôt reçu, l'énergie spirituelle, le secret initiatique, dans sa vie quotidienne à travers des pratiques sur soi répétées et une discipline intérieure. D'où l'attribution d'un deuxième nom, le nom initiatique. Il faut bien voir par là, on retrouve l'initiation de type gnostique
ou initiation de type ésotérique, qu'elle n'est pas une illumination soudaine, comme pourrait le vivre par exemple le Pas mystique. l'éveil non Ouais. plus du bouddhisme. C'est pas l'éveil du bouddhisme. On est bien aussi dans un chemin de connaissance Progressif. progressif et qui nécessite un rappel à soi, un rappel à son nouveau soi. Alors sur la question très importante que vous avez posée, effectivement, il y a évidemment chez Guénon un culte du secret, je dirais un culte du mystère, mais qu'il ne faut pas confondre avec le secret initiatique tel qu'on vient de le présenter. Ce culte du mystère, d'où lui vient-il ? Il lui vient des années qu'il a passées dans le monde occultiste. Et on peut, à certains égards, dire que René Guénon a une mentalité infusée dans cette sorte d'occultisme. Et on voit bien dans ses ouvrages, ce qui d'ailleurs parfois lui nuit, ou nuit à sa réception, on retrouve ici ou là des termes du lexique occultiste. Et on retrouve cette volonté ou cette impression de naviguer dans un mystère insondable. Il joue effectivement sur ce culte du mystère. Mais je crois qu'il faut le différencier du secret initiatique. Alors je me pose aussi des questions sur l'homme, parce qu'on a beaucoup parlé des idées, de la pensée, mais il n'arrête pas de dire qu'au fond, il faut être, c'est un changement d'être, il faut pratiquer une discipline. Tout. Quel homme était-il avec les autres dans la vie quotidienne ? Est-ce que c'était un homme chaleureux, un homme froid, un homme généreux, enfin, quelles étaient ses qualités, ses défauts sur le plan humain ? Comment est-ce qu'on peut le percevoir ? C'est difficile à percevoir parce qu'on a finalement très peu de témoignages sur la vie, presque personnelle, peut-être même intime de René Guénon. L'on sait par exemple quelque chose qui est très peu souvent rappelé, mais qu'il était un fumeur impénitent. J'ai en mémoire ici un témoignage de Fridtjof Schuon, qui à mon avis on peut être considéré, même si c'est problématique aujourd'hui, comme l'un de ses principaux héritiers, qui s'était rendu justement au Caire pour visiter René Guénon, et qui à son retour était très déçu d'avoir rencontré quelqu'un de presque normal, de presque insignifiant. Alors surtout lorsqu'on connaît Fridtjof Schuon, qui avait une posture très ascétique, une posture même hiératique. Là, chez Guénon, non, on a un homme simple, un homme normal. Est-ce qu'il était transformé par ce qu'il disait et qu'il avait... On peut être simple et rayonnant, on peut être simple et terne. Et donc la question de savoir, est-ce que Guénon était terne ou est-ce qu'il était plutôt lumineux et dans une forme de joie qui habite tous les êtres spirituels ? Alors, il y a certains témoignages, effectivement, qui font état de cette joie qui traversait René Guénon. C'est peut-être pas, le terme joie n'est peut-être pas le bon. Je crois que c'est, j'ai oublié son nom, quelqu'un qui a visité René Guénon qui parle d'un profil diaphane, de quelqu'un de presque transparent. Tellement il est simple, il disparaît derrière l'œuvre. Mais je crois qu'il y a cette idée-là quand même, que la personnalité, la personne de René Guénon disparaît derrière l'œuvre. Il n'a pas laissé de texte sur sa vie intérieure. René Guénon n'a jamais prétendu être un maître spirituel. Il a toujours dit « moi je suis un maître intellectuel ». Est-ce que vous pensez que c'est là l'origine de cette, pour dire un mot un peu atténué, je dirais, de ce conflit, voire parfois d'une violence quand même étonnante, entre ce qu'on appelle les guénoniens et les massignoniens ? J'ai le souvenir quand dans mes années d'études, j'ai le souvenir d'une conférence un peu à la mémoire de Louis Massignon, mais il y a quelques guénoniens dans la salle qui ont commencé à pousser des hurlements en disant que c'était un scandale qu'on parle de Massignon et pas de Guénon. Enfin, à l'époque, je ne comprenais rien aux enjeux. Je me disais, mais qu'est-ce qui leur prend ? Après tout, tous ces gens ont étudié le soufisme et en ont apporté quelque chose. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que vous pensez que c'est dû à ça, au fait qu'ils n'avaient pas du tout la même approche ? Alors, on peut déjà dire que René Guénon et Massignon ne se sont jamais croisés. Ils ont participé de façon étonnante à un même numéro de la revue Les Cahiers du Sud qui était consacré aux appels de l'Orient. Et c'était étonnant parce que leur discours était très proche. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour Massignon comme pour Guénon de défendre la civilisation orientale et peut-être même de dire aux Occidentaux « regardez un petit peu ce qui se passe en Orient ». On pourrait peut-être s'en inspirer un petit peu. Alors je crois qu'il ne faut pas confondre les guénoniens avec René Guénon, et j'ai presque envie de dire les guénonistes, parce que là nous avons affaire, après, donc René Guénon étant décédé en 1951, s'est mis en place
plusieurs groupes initiatiques spécifiquement guénoniens. Je pense au groupe soufi de Michel Valsanne et de Fridtjof Schuon. Je pense à l'influence que René Guénon a eue dans plusieurs loges maçonniques et dans la franc-maçonnerie en règle générale. Et puis s'est constitué quand même autour de son œuvre, j'allais dire une chapelle, non, des chapelles guénoniennes en guerre les unes contre les autres et en guerre contre tous ceux que Guénon a pu approcher qui n'ont pas adopté la pensée guénonienne. Louis Massignon, des personnalités comme Henri Corbin, Mircea Eliade, qui ont pu avoir à un moment donné des points de contact avec la pensée traditionnelle sans pour autant devenir guénoniens. Et je crois qu'il y a chez les guénoniens, chez les guénonistes, j'ai envie de dire, une certaine forme d'enfermement. Parce que René Guénon, qu'on le veuille ou non, n'en déplaise à certains, est un penseur, il y a un système guénonien, un système traditionnel. Une fois que l'on y entre, on peut trouver dans ce système des réponses à toutes les questions que l'on se pose et ne plus jamais en sortir. Ce qui fait que les guénoniens peuvent être particulièrement rigides et fermés à la pensée des autres. Parce que dans le système dans lequel ils se sont coulés, ils ont des réponses à tout. Et ils renvoient continuellement à cette métaphysique, au texte de la métaphysique. Et on s'interroge parfois, effectivement, de la traduction concrète, existentielle, de ce savoir encyclopédique, de cette forme d'érudition. Et là, il faudrait revenir au message de René Guénon, qui n'était pas aussi clos, aussi rigide que certains de ses héritiers. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, il est beaucoup lu, René Guénon? J'ai l'impression qu'il est plutôt dans le creux, un peu de, vous savez, des penseurs pendant 20-30 ans, ils sont très commentés, lus, puis après il y a un grand creux, puis ça peut revenir. On a connu ça avec Bergson, etc. Est-ce que comment vous qualifieriez aujourd'hui la manière dont l'œuvre de Guénon est perçue, commentée, lue? Alors, il n'y a pas eu ce processus de creux ni de cime, j'ai envie de dire, dans la réception de Guénon. C'est une réception étonnamment qui est restée constante. C'est-à-dire que René Guénon n'a jamais été beaucoup lu, mais a toujours été lu. Et ce, quelles que soient les années, quelles que soient les générations. On remarque aujourd'hui qu'il y a de nouvelles générations qui découvrent René Guénon. Et je crois que peut-être on assiste aujourd'hui à une sorte de frémissement. Mais René Guénon reste un auteur difficile d'accès qui ne rencontrera pas un succès important de toutes les façons. Mais il y a toujours toute une série de personnes qui se renouvellent au fil de les générations et qui continuent de lire de René Guénon. C'est-à-dire qu'il y a des rééditions régulières de, voilà, de il y a ces des ouvrages rééditions principaux. régulières. D'ailleurs, tous ces ouvrages sont disponibles. Il n'y a pas d'ouvrages qui sont tombés complètement, effectivement. Tous ces ouvrages sont disponibles et de façon régulière réédités. Très bien. Et puis, nous renvoyons donc à votre ouvrage pour avoir un point de vue plus global sur sa vie et son œuvre. René Guénon, une politique de l'esprit aux éditions Claire Guillaume de Roux. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'était Les Racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous. Dime